Salut, c'est François Bouet. On se retrouve sur Dakar d'antan pour la deuxième partie des aventures de la 24CT au Paris-Dakar 4 heures. Passé le moment où la 24CT attire le regard des milliers de badauds, elle doit prendre la route vers le premier prologue, qui va plutôt bien se passer malgré la boue et le sable collant du camp militaire de Grémuse à Olivet. Néanmoins, la puissance du moteur de 65 chevaux montre très vite sa faiblesse face au CX d'usine, première des deux roues motrices. Il faut déjà repartir et rejoindre Nîmes de nuit. Ça y est, le Dakar est lancé. La liaison se fait par la route, par un froid sibérien qui met l'équipage à rude épreuve entre grattage du pare-brise qui gifle de l'intérieur et réchauffage des mains sur le petit chauffage camping-gaz qui rend l'âme très rapidement. Le 2 janvier, une nouvelle petite spéciale vers Nîmes au terrain militaire des Garrigues. Là encore, 7,5 km pour déterminer la position de départ lors de la première spéciale africaine. En ce matin d'hiver, la boue et les ornières sont légion et la spéciale est un véritable bourbier. Mais là encore, notre équipage s'en tire avec les honneurs puisque, à l'issue de ces deux spéciales françaises, la Power numéro 149 est 83e sur 179 véhicules classés et 17e des deux roues motrices. Le reste de la journée est passé à rejoindre 7, embarquer sur le Tipasa et rejoindre le sol africain pour que la grande aventure commence vraiment. Le 4 janvier, la première étape du Dakar est une longue liaison qui mène de Alger à Moudjbara. Le parcours est routier et il faut utiliser tous les chevaux de la Panhard pour rejoindre le premier bivouac organisé par Africa Tour et son couscous. Première surprise, il fait encore très très froid et le chauffage performant de la 24CT d'époque fait toujours cruellement défaut. Le 5 janvier, les affaires sérieuses commencent. Le programme est sérieux, avec une étape de presque 1000 km jusqu'à 4 chemins, comprenant deux spéciales, Moudjbara-Messad, 38 km, et surtout Guerrera-El Alia, 107 km. Le terrain algérien alterne passe cassante avec de grosses ornières, cailloux, trous et passages sablonneux. Entre les deux, la transsaharienne, longue route bitumée, qui peut elle aussi se révéler extrêmement piégeuse. Bref, une vraie étape du Dakar, longue, cassante pour les voitures, usant pour les équipages. La première petite spéciale qui commence cette journée et mène jusqu'à Messad se passe plutôt correctement avec un 98e temps. La Panhard se retrouve au milieu du peloton, mais avec son moteur qui est sûrement l'un des plus petits du plateau, elle s'en tire plutôt bien à côté des gros 4x4 surpuissants. Néanmoins, ce manque de puissance inquiète déjà l'équipage qui voit la caravane aller très très vite dès ce premier jour de course. Si la longue spéciale entre Messad et Guerrera se passe sans souci, malheureusement dans la seconde spéciale, l'histoire se complique. Dans une partie sablonneuse, le moteur s'emballe sans que la voiture n'avance et le merdique tombe rapidement. Un flecteur de cardan a rendu l'âme et la réparation prend une petite heure. Après ce coup de chauffe, l'équipage repart le mort entre les dents et attaque les dunes qui commencent à apparaître. Hélas, dans une montée particulièrement raide et sablonneuse, la voie la plus facile est bloquée par de nombreux autres concurrents en mauvaise posture. Nos deux amis décident donc de passer par un autre endroit. Ce trajet est encore plus difficile à traverser, un craquement sinistre se fait entendre et ruine tous les espoirs de l'équipage. Le différentiel vient de casser net. La nuit tombe, la voiture est ensablée et en forte pente. Impossible de réparer sur place sans extraire d'abord la voiture de la pente et la mettre sur terrain plat. Tout autour de la voiture, c'est l'hécatombe. Plusieurs voitures et motos sont arrêtées dans des positions plus ou moins bizarres et aucun ne peut venir en aide à la Panhard. Au vu de l'expérience acquise lors du voyage au Maroc, l'équipage a heureusement prévu une boîte de rechange qu'ils ont pris la précaution d'emporter dans leur voiture, malgré le poids supplémentaire que cela implique. Mais la réparation prendra forcément beaucoup de temps. C'est la fin de l'aventure alors même qu'elle venait vraiment de commencer. Le désert a eu raison de la petite Panhard. La décision est donc irrémédiable, c'est l'abandon. Cependant, après que la voiture ait été tirée hors de la pente par la Land Rover de la police locale, le lendemain et remorquée jusqu'à un poste en plein désert, le moral remonte et l'idée d'un retour sur Alger est abandonnée. L'équipage s'attaque au changement de la boîte avec les moyens du bord, ce qui prend une petite demi-journée et il décide de continuer et de profiter de l'aventure jusqu'à Dakar. D'ailleurs, la Panhard est rejointe par deux autres concurrents malchanceux, l'un équipé d'une Datsun verte et l'autre d'une DS21, dont la partie avant de 72 provient d'un break de 68. C'est donc une mini-caravane qui reprend la piste avec l'espoir d'aller jusqu'au bout de l'aventure.
La Datsun décide toutefois de passer par une autre route et c'est le duo Panhard-Citroën qui, après quelques crevaisons et un passage remarqué à Tamanrasset, un nom bien sûr mythique qui a alimenté les fantasmes d'aventure depuis des années, franchit la frontière entre l'Algérie et le Niger. L'aventure continue sur des pistes roulantes jusqu'à Ouagadougou où les deux jeunes gens peuvent enfin rassurer leur famille sans nouvelles depuis l'Algérie. Puis c'est la découverte des pistes de Haute-Volta et du Mali. Les creux de 70 cm sont légion et se succèdent, amenant petit à petit l'essieu arrière à se cintrer et à mener les roues arrière à s'ouvrir et à s'affaisser sous les coups de boutoir incessants. La voiture se met alors à survirer à la moindre sollicitation du volant, très amusant mais fatigant à la longue. Au bout de plusieurs centaines de kilomètres de ce traitement, la fixation centrale de l'essieu arrière finit par se rompre. Après une réparation de fortune à base de sangles et de fils de fer, l'équipage finit par trouver un garage local qui dispose d'un poste à souder à moteur essence et surtout qui connaît la façon de s'en servir. Et c'est un jeune garçon d'une douzaine d'années qui remet l'essieu en état après les tâtonnements infructueux de Philippe, incapable de se servir de ce système un peu particulier. Le Mali les accueille et l'arrivée à Bamako, toujours en compagnie de la déesse, s'accompagne d'une question. Faut-il reprendre la piste ou est-il préférable de prendre le fameux train Bamako-Dakar pour essayer de rejoindre le rallye avant l'arrivée ? Après quelques hésitations, il décide de prendre le train et là l'aventure prend un tour étonnant. Il faut maintenant composer avec l'administration des trains maliens pour trouver un wagon capable de prendre les voitures, sachant que nos deux équipages ont été rejoints par beaucoup d'autres, dont la Rolls Jules de Thierry de Montcorgé, la Toyota des inénarrables frères de Leforterie, sponsorisée par la Blanquette de Limoux et bien d'autres. Après 3 jours de négociations, on finit par décharger plusieurs wagons plateaux de la ferraille qui les remplissait et chargeait les voitures à la place. Le bakchis qui va bien finit par décider le conducteur du train à partir enfin à la vitesse moyenne de 15 km/h sur des rails qui sont tout sauf parallèles. Les arrêts se multiplient, les parties de cartes sur le capot du Toyota aussi. L'ennui et l'impatience gagnent notre équipage qui finit par décider de descendre du train avec leurs amis de l'ADS pour repartir le couteau entre les dents et rallier la plage de Dakar, départ de l'ultime étape du rallye. La Panhard vole sur les bosses, croise un camion d'assistance complètement explosé après une sortie de piste spectaculaire et arrive enfin presque à court de carburant sur les bords de l'Atlantique. Après une courte nuit, c'est le départ de la mythique étape sur la plage qui va jusqu'à Dakar. La Panhard retrouve des ailes sur cette surface lisse, propice à des glissades sans fin, au plus grand plaisir des deux amis qui se partagent le volant jusqu'à la panne d'essence à 20 km de Dakar. Heureusement, la DS est juste derrière et un siphonnage partiel permet à la Panhard de repartir doucement jusqu'au podium d'arrivée où un petit groupe en liesse célèbre la victoire de René Medge sur Range Rover. Un repos bien mérité à l'hôtel leur permet de jouir de la surprise de Thierry Sabine, organisateur du rallye, de voir les deux voitures à l'arrivée après un abandon si près du départ. Le retour en France par avion fut rapide, mais le retour de la voiture par bateau nettement plus long, ce qui fit que le trajet du Havre vers Clermont sur le réseau routier français se déroula en mars, bien après que l'euphorie du rallye soit retombée, avec une voiture complètement trafiquée et passablement dégradée par un choc pendant le trajet en bateau. Les petites routes furent privilégiées et tout se passait bien. La voiture enfin réapparaît à Paris au printemps 81 lors d'une manifestation commémorant les 90 ans de la marque Panhard. Philippe et Yves avaient engagé beaucoup d'argent et devaient se refaire une santé financière. Il semble que certains éléments n'avaient été que prêtés et qu'ils ont été rendus. D'autres, comme les réservoirs, les sièges et autres équipements spéciaux, ont été revendus. Certains éléments de la carrosserie ont également été revendus ou rendus à Joël Brunel. Le châssis, quant à lui, fut un temps utilisé par Philippe Bretet dans quelques entraînements de rallycross avant d'être revendu à un inventaire de Panhard de Haute-Savoie. Le moteur, quant à lui, toujours en bon état, a été remonté sur une autre 24CT, la dernière que Philippe restaura et utilisa pendant des années. Ravis de l'aventure, mais déçus par cet échec sportif du rallye Dakar 81, nos deux amis pensèrent à un moment à un nouveau projet innovant pour l'édition 82, toujours en Panhard, mais avec un moteur à compresseur. Malheureusement, pour diverses raisons, dont financières, cela n'a pas pu se faire. Il n'y eut donc jamais d'autre participation de Panhard au Dakar, quel lapsus, et ce depuis 40 ans. Il y a quelques années, un passionné de la marque a pu racheter les éléments originels de cette 24CT,
Son objectif était de remonter le véhicule identique à la 149 du Paris-Dakar 81. Peut-être la verrons-nous sur une future édition du Dakar Classique. Encore merci à Jeff pour cette belle histoire. Retrouvez-en tout plein d'autres accompagnés de photos sur le site Dakar d'antan et bien sûr sur la page Facebook de Dakar d'antan. À bientôt.